Il était un peu plus de minuit lorsque Monica Carter traversa à pas de loup les couloirs silencieux de la grande maison qui, autrefois, lui avait semblé être le refuge où elle pourrait sauver sa fille et elle-même. L'air était lourd, chargé d'un silence qui semblait artificiel, presque étouffant. Alors qu'elle passait devant la chambre d'Alyssa, un murmure lui parvint aux oreilles, désespéré, suppliant, terrifié. Elle se figea. À l'intérieur, Alyssa sanglotait doucement, ses mots entrecoupés et effrayés, comme des secrets qui ne devaient pas être entendus. Le cœur de Monica battait à tout rompre dans sa poitrine. Pendant des mois, elle s'était convaincue que l'homme qui les avait accueillis chez lui, l'homme que toute la communauté vénérait sous le nom de révérend Daniel Brooks, était une bénédiction. Leur miracle. Mais quelque chose dans la voix d'Alyssa lui disait qu'elles avaient plutôt basculé dans un cauchemar. Les caméras de sécurité que Charles avait installées pour leur protection avaient filmé des mouvements au rez-de-chaussée plus tôt dans la soirée, des ombres étranges, des moments qui ne correspondaient pas à l'histoire qu'il racontait toujours. Monica n'y avait pas prêté attention au début, mais maintenant, avec les murs qui semblaient respirer autour d'elle, elle comprenait. Le danger n'était pas à l'extérieur, il était à l'intérieur de ces murs, il vivait parmi eux. Une porte grinça doucement quelque part dans la maison. Monica retint son souffle, son instinct lui criait de se méfier. Ce qu'elle allait découvrir allait tout bouleverser, et elle ne verrait plus jamais la foi de la même façon. Avant d'aller plus loin, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche pour ne manquer aucune histoire qui révèle ce que les autres ont peur de montrer. Rejoignez une communauté qui recherche la vérité, défend la justice et dévoile ce qui est caché. Restez informés, restez autonomes. Votre voix compte ici. Monica Carter avait toujours été une battante. La vie l'avait contrainte à endosser ce rôle très tôt, élevant seule sa fille Alyssa dans un appartement exigu de 2 chambres à la périphérie de Charlotte, en Caroline du Nord. Monica avait 2 emplois, l'un comme réceptionniste dans un cabinet d'avocat local, l'autre comme femme de ménage dans des bureaux jusqu'à tard dans la nuit, juste pour payer les factures et nourrir sa famille. Malgré son épuisement, elle se faisait un devoir d'être présente pour Alyssa, d'assister à tous les événements scolaires, à toutes les réunions parents-professeurs, à toutes les petites étapes importantes. C'était le genre de femme qui portait la résilience comme une armure. Son rire, quand il venait, était franc et sincère, mais ses yeux trahissaient toujours une lueur de fatigue, une cicatrice invisible laissée par des années de déception et de trahison. Monica avait aimé, une fois, profondément. Le père biologique d'Alyssa lui avait promis monts et merveilles avant de disparaître avant le premier anniversaire de sa fille. Depuis lors, la confiance était un luxe qu'elle ne pouvait se permettre. Alyssa était tout l'univers de Monica. Calme et réfléchie, Alyssa adorait dessiner et se perdait souvent pendant des heures à esquisser des scènes élaborées de forêts et d'océans qu'elle rêvait de visiter un jour. À 16 ans, elle était timide, introvertie et d'une grande maturité pour son âge, conséquence d'une enfance passée avec une mère qui n'avait pas de temps à consacrer à la naïveté enfantine. Pourtant, malgré leurs difficultés, le lien qui unissait Monica et Alyssa était indestructible, forgé par des années de sacrifices, de conversations tardives et de rêves communs d'un avenir meilleur. L'église avait toujours été le refuge de Monica, un endroit où elle pouvait déposer ses fardeaux, ne serait-ce qu'1 heure le dimanche. Ce n'était pas seulement la foi, c'était le sentiment d'appartenance, la communauté qui l'entourait lorsque la vie devenait trop lourde. Lorsque le révérend Daniel Brooks tendit la main à Monica après un office particulièrement émouvant, elle ressentit une lueur de quelque chose qu'elle ne s'était pas autorisée à ressentir depuis des années, l'espoir. Daniel était charismatique, respecté, et semblait sincèrement désireux d'aider les familles en difficulté comme la sienne. Il parlait avec la conviction d'un homme qui avait connu les ténèbres et trouvé le chemin de la lumière. Lentement, prudemment, il s'était immiscé dans la vie de Monica, lui offrant des conseils, son soutien, voire une aide financière lorsque les temps étaient durs. Pour une femme qui avait passé tant d'années à porter seule son fardeau, sa gentillesse était comme une pluie bienfaisante sur une terre desséchée. Lorsque Daniel invita Monica et Alyssa à emménager chez lui,
dans une magnifique propriété à la périphérie de la ville, Monica fut assaillie par le doute, mais la promesse d'une vie sûre, sécurisée, au sein d'une vraie famille, était trop tentante pour qu'elle puisse y résister. Elle se dit que Dieu répondait enfin à ses prières. Après tout, n'était-ce pas ce qu'elle avait toujours voulu pour Alyssa? Un foyer stable, un modèle fort, une chance de respirer. Monica emballait leurs affaires dans des cartons, les mains tremblantes, se disant que c'était le début d'un nouveau chapitre. Elle ne pouvait pas savoir alors que l'homme à qui elle confiait l'avenir de sa fille était sur le point de détruire tout ce qu'elle avait lutté si dur pour protéger. Pour la première fois depuis des années, Monica Carter s'autorisa à rêver. Emménager dans la vaste maison du révérend Daniel Brooks lui donna l'impression d'entrer dans une vie qu'elle n'avait vue que de l'extérieur, une vie où les dîners se prenaient à table, sans le souci des factures impayées qui pesaient sur sa tête, où Alyssa pouvait faire ses devoirs dans une pièce spacieuse et ensoleillée au lieu d'un coin exigu près de la cuisine. Daniel donnait l'impression que tout était si facile, si naturel. Il encouragea Monica à abandonner le fardeau de ses 2 emplois et lui proposa un poste au sein de sa fondation caritative en pleine expansion. Là-bas, elle pourrait mettre à profit ses compétences organisationnelles pour aider des jeunes défavorisés. Un travail qui lui donnait un sens bien plus grand que celui qu'elle avait connu derrière un bureau de réceptionniste. Monica était ravie. Elle allait enfin faire partie de quelque chose qui comptait. L'idée de se construire un avenir rempli de sens, de sécurité et de dignité réveilla une partie d'elle-même qu'elle croyait morte depuis longtemps. Elle imagina Alyssa aller à l'université, monter sur scène pour recevoir son diplôme sous les applaudissements de Monica. Elle imagina des dimanches matins paresseux, remplis de rire plutôt que de fatigue, des vacances où les cadeaux n'auraient pas à être rationnés, et des étés passés à voyager plutôt qu'à rassembler la liste des fournitures scolaires. Mais surtout, Monica rêvait de donner à Alyssa une figure paternelle, quelqu'un qui serait à ses côtés et lui inculquerait la force, la gentillesse et la foi. Daniel correspondait parfaitement à cette image, ou du moins, c'est ce que Monica voulait désespérément croire. Il parlait avec autorité, mais jamais avec arrogance, donnant des conseils à Alyssa sur l'école, l'avenir, le choix des bons amis. Il rassurait Monica lorsque ses inquiétudes menaçaient de déborder, la calmant avec des mots simples et réconfortants. « Fais confiance au plan de Dieu ». La maison elle-même semblait respirer la promesse. Avec ses parquets cirés, son grand escalier et ses murs ornés d'œuvres d'art de bon goût, elle donnait l'impression d'être un sanctuaire à l'abri des difficultés qui avaient marqué l'existence de Monica pendant si longtemps. La nouvelle chambre d'Alyssa était plus grande que tout leur ancien appartement et offrait une vue sur les bois derrière le jardin. Monica se tenait souvent à l'embrasure de la porte, regardant sa fille s'installer dans son nouvel espace, se disant que c'était à cela que ressemblait le succès. Et pourtant, sous la surface, de subtiles fissures commençaient à apparaître. Alyssa, d'habitude si ouverte avec sa mère, devenait plus silencieuse. Elle passait plus de temps seule, se détournant de la fille vive et créative que Monica avait toujours connue. Monica attribuait cela au déménagement, à l'adolescence, aux changements bouleversants. Daniel s'empressait de la rassurer, suggérant qu'Alyssa avait simplement besoin de temps pour s'adapter. Et Monica, désespérée de s'accrocher à cette nouvelle vie fragile, choisit de le croire. Son travail à la fondation accaparait une grande partie de l'énergie de Monica. Daniel louait son dévouement, la qualifiant souvent de bras droit lors des réunions du conseil d'administration et des événements de collecte de fonds. Chaque compliment, chaque mot de reconnaissance comblait un profond sentiment d'insécurité en elle. Elle avait travaillé si dur pendant si longtemps sans être reconnue. Maintenant, elle était enfin remarquée, respectée. C'était grisant. Elle se disait que c'était la vie que Dieu avait toujours voulu pour elle. Les années de difficulté n'étaient qu'une préparation à cette bénédiction. La générosité de Daniel, l'acceptation de la communauté, la sécurité de la maison, tout semblait confirmer que ses prières avaient été exaucées. Mais le silence croissant d'Alyssa rongeait Monica. Elle repoussait cette pensée.
se convainquant que les adolescents étaient naturellement lunatiques, qu'Alissa se détendrait une fois qu'elle se serait fait de nouveaux amis et qu'elle se serait adaptée à la nouvelle année scolaire. Monica était trop occupée à organiser des galas et à rédiger des demandes de subventions pour s'asseoir et poser les questions difficiles. Elle s'accrochait farouchement à la vision de l'avenir qu'elle s'était construite dans son esprit, refusant de laisser le doute s'installer. Le doute était synonyme d'instabilité. Le doute était synonyme d'échec. Monica avait tout risqué pour croire en ce nouveau départ. Elle ne pouvait pas se permettre de laisser la peur le lui voler. Lorsque Daniel lui a proposé d'officialiser leur relation, pas le mariage, a-t-il précisé, pas encore, mais un engagement, un lien familial, Monica a senti que la dernière pièce du puzzle se mettait en place. Elle accepta sans hésiter, aveuglée par la gratitude, l'ambition et le désir. Elle croyait qu'elle ne sauvait pas seulement sa propre vie, mais qu'elle assurait également un avenir brillant et stable à Alissa. Dans le cœur de Monica, la bataille entre l'espoir et l'instinct faisait déjà rage. Mais pour l'instant, l'espoir l'emportait. Et cet espoir allait bientôt la plonger dans une obscurité plus profonde qu'elle n'aurait jamais pu imaginer. Au début, Monica Carter se convainquit que le repli sur soi d'Alissa était temporaire. Elle se dit que le changement était difficile pour les adolescents. Déménager dans une nouvelle maison, s'adapter à de nouvelles routines, à de nouvelles personnes, cela prendrait du temps. Monica se dit qu'Alissa finirait par s'habituer, que le silence de sa fille n'était qu'une phase difficile. Mais au fil des semaines, les signes devinrent plus difficiles à ignorer. Alissa, autrefois si créative et si calme, semblait désormais vide, comme un fantôme hantant les grands couloirs résonnants de la maison du révérend Daniel Brooks. Elle passait la plupart de son temps enfermée dans sa chambre, parlait à peine pendant les repas et avait perdu l'appétit. Son rire, autrefois rare mais précieux, avait complètement disparu. Monica essayait d'ignorer l'inquiétude qui la rongeait. Elle se plongeait dans son travail à la fondation, fière du succès des événements caritatifs et des programmes communautaires. Chaque fois qu'elle se sentait coupable de ne pas passer plus de temps avec Alissa, Daniel apaisait ses inquiétudes. « Tu fais le travail de Dieu, Monica », lui disait-il avec un sourire rassurant. « Alissa est juste en train de s'adapter. Laisse-lui de l'espace. » Et Monica, désespérée de croire en la vie qu'elle avait si durement construite, l'écoutait. Mais les fissures s'élargissaient. Alissa se réveillait en hurlant au milieu de la nuit. Monica se précipitait dans sa chambre pour trouver sa fille tremblante, incapable ou refusant d'expliquer les cauchemars qui la laissaient trempée de sueur et en sanglots. Au cours d'un épisode particulièrement perturbant, Monica trouva Alissa recroquevillée en boule au pied de son lit, se balançant d'avant en arrière et murmurant « Je suis désolée, encore et encore ». Cette vision glaça Monica jusqu'au plus profond d'elle-même. Daniel, quant à lui, restait calme, imperturbable. « Les adolescentes peuvent être dramatiques », disait-il un soir, alors qu'ils étaient assis dans la cuisine, en train de boire une tasse de thé. Les hormones, le stress, tout cela peut les rendre instables. Tu dois simplement avoir confiance, elle finira par retrouver ses marques. Monica acquiesçait. Mais ces mots sonnaient creux à ses oreilles. Quelque chose n'allait pas, profondément, terriblement. Mais chaque fois qu'elle essayait de découvrir la vérité, la peur la retenait. Puis, de petits incidents effrayants commencèrent à se produire. Monica remarqua qu'Alissa sursautait chaque fois que Daniel entrait dans la pièce. Elle voyait sa fille se crisper, ses épaules se raidir, ses yeux se détourner du regard de son père. Elle entendait Alissa se précipiter dans sa chambre dès que la voiture de Daniel entrait dans l'allée. Elle trouva une fois le journal d'Alissa caché sous son matelas. À l'intérieur, les pages n'étaient pas couvertes de mots, mais de croquis frénétiques, des images sombres et déformées d'oiseaux piégés, d'ailes brisées et de lourdes portes verrouillées. Le cœur de Monica se serra douloureusement. Quand elle confronta Alissa à ce sujet, la jeune fille haussa simplement les épaules et marmonna « Ce ne sont que des rêves, maman. Rien d'important. » Les mensonges avaient un goût amer dans la bouche de Monica. Mais elle se força à les avaler. Elle devait y croire. Elle devait croire que cette vie,
cette stabilité, ce respect, cette promesse de sécurité n'étaient pas construits sur des fondations pourries. Mais le doute la rongeait, une présence implacable qu'elle ne pouvait plus ignorer. Le coup de grâce survint un après-midi gris. Monica était rentrée tôt d'une réunion de la fondation, épuisée et impatiente de passer du temps avec Alyssa. En entrant dans la maison, elle entendit des voix étouffées à l'étage, la voix grave et autoritaire de Daniel et les réponses douces et tremblantes d'Alyssa. La curiosité et un instinct inquiétant qu'elle ne pouvait expliquer la poussèrent à monter discrètement les escaliers. Elle s'arrêta devant la porte d'Alyssa, le cœur battant, tendant l'oreille. « Tu ne dois en parler à personne », dit Daniel d'une voix aiguë et pressante. « Cela reste entre nous, compris ?» Monica sentit son sang se glacer. Alyssa murmura quelque chose d'inaudible, et la voix de Daniel se durcit. « Si tu en parles, tout ce que ta mère possède disparaîtra. Elle perdra tout. C'est ce que tu veux ?» Un silence s'ensuivit, un silence épais et oppressant. Monica recula en titubant, son monde basculant sur son axe. Elle avait passé des mois à faire confiance à Daniel, à croire en lui, à dépendre de lui. À présent, toute cette confiance volait en éclats qui lui déchiraient le cœur. Son instinct lui criait de se précipiter dans la pièce, d'attraper Alyssa et de s'enfuir, mais la peur la paralysait. La peur du pouvoir de Daniel, de son influence, de son emprise. La peur qu'il les détruise si elle agissait trop vite. Monica recula donc, tremblante, cachant son horreur derrière un masque de calme. Elle avait besoin d'un plan. Elle avait besoin de preuves. Et surtout, elle devait protéger Alyssa. Alors qu'elle se tenait là, essoufflée et brisée, Monica comprit que le véritable danger n'avait jamais été le monde extérieur. Le monstre était déjà à l'intérieur, leur souriant depuis l'autre côté de la table, enveloppant leur vie dans un nœud coulant déguisé en salut. Et bientôt, ce nœud coulant se resserrerait. La clinique sentait l'antiseptique, le désinfectant et la peur glaciale. Monica était assise, raide, dans un coin de la salle d'examen éclairée, les mains crispées sur ses genoux, tandis qu'Alyssa était assise sur la table, le regard perdu dans le vide. La docteure, une femme aux yeux bienveillants qui tenait un bloc-notes contre sa poitrine, avait terminé son examen préliminaire et revenait maintenant avec une expression sombre. « Madame Carter », dit-elle doucement, jetant un coup d'œil vers Alyssa, avant de reporter son attention sur Monica. « J'ai des nouvelles. » Le cœur de Monica battait douloureusement contre ses côtes. Elle se prépara à entendre des mots qu'elle ne pouvait pas prédire, mais dont elle savait instinctivement qu'ils allaient tout changer. « Alyssa est enceinte », dit le médecin d'une voix ferme, mais pas méchante. Pendant un instant, Monica ne comprit pas ces mots. Enceinte. Son esprit rejeta cette information comme impossible. Alyssa avait 16 ans. Elle était calme, prudente, encore une enfant, à bien des égards. La grossesse ne cadrait pas avec la vie que Monica avait désespérément essayé de construire pour elle. La pièce se mit à tourner légèrement, et Monica s'agrippa aux accoudoirs de sa chaise pour ne pas tomber. Elle se tourna vers Alyssa, dont le visage restait inexpressif, les yeux vides, les mains crispées sur l'ourlet de son sweatshirt, si fort que ses jointures blanchissaient. « À combien en est-elle » demanda Monica d'une voix étranglée. « Environ 12 semaines, » répondit le médecin. « 12 semaines. 3 mois. » L'esprit de Monica tournait à toute vitesse, essayant de reconstituer le fil des événements, les souvenirs, les signes qu'elle avait manqués. Comment avait-elle pu passer à côté d'une chose aussi importante? Comment avait-elle pu être aussi aveugle? Elle se leva de sa chaise et se dirigea vers Alyssa, s'agenouillant à côté de la table d'examen. « Ma chérie », murmura-t-elle d'une voix tremblante, « qui est le père ?» Le corps d'Alyssa se raidit. Elle serra les lèvres et secoua violemment la tête, les larmes coulant sur ses joues. Monica sentit son estomac se nouer. La terreur qui émanait de sa fille était palpable, plus intense que tout ce que Monica avait jamais ressenti auparavant. Il ne s'agissait pas d'une erreur d'adolescente, d'un petit ami secret, d'un moment d'égarement. C'était autre chose, quelque chose de bien pire. Avant que Monica puisse en savoir plus, la porte s'ouvrit et Daniel Brooks entra dans la pièce. Il se déplaçait avec un calme étudié, ses chaussures cirées ne faisant aucun bruit sur le linoléum.
Son regard balaya rapidement la pièce, évaluant la température émotionnelle comme un manipulateur chevronné. « Que se passe-t-il » demanda-t-il d'un ton suave, comme s'il ne le savait pas déjà. Monica se tourna vers lui, la voix brisée par la panique et l'incrédulité. « Alissa est enceinte, dit-elle. Elle ne veut pas me dire qui est le père. » Le visage de Daniel ne trahit aucune émotion. Il s'approcha simplement d'Alissa et posa une main douce mais possessive sur son épaule. « Il faut rester calme, » dit-il d'une voix basse et apaisante. « C'est difficile, mais Dieu a un plan pour nous tous. » Ces mots frappèrent Monica comme une gifle. Dieu avait un plan. Sa fille était terrifiée, brisée, et Daniel parlait de dessein divin. Une froide prise de conscience commença à envahir l'esprit de Monica, mais elle la refoula violemment. Elle ne pouvait pas se permettre d'y penser. Pas encore. Daniel continua à parler, guidant Alissa avec des mots doux et rassurants. « Tout ira bien, ma chérie. Nous allons surmonter cela. Ta mère et moi, nous nous occuperons de tout. » Monica regardait, figée, la main de Daniel s'attardant un peu trop longtemps sur l'épaule d'Alissa, son pouce effleurant sa peau, dans un geste beaucoup trop intime pour être confortable. Quelque chose se brisa en Monica. Elle attrapa la main d'Alissa et la tira doucement mais fermement vers elle. « On rentre à la maison » dit-elle d'une voix tremblante, mêlée de peur et de rage. Daniel s'interposa entre elles, leur bloquant le passage avec un sourire qui n'atteignait pas ses yeux. « Monica, je t'en prie, » dit-il. « Tu es bouleversée. Prions, ensemble. Puissions-nous trouver la force dans notre foi. » Monica recula. L'homme en qui elle avait confiance, l'homme qu'elle avait pratiquement vénéré, était désormais un mur entre elle et sa fille. Tous ses instincts lui criaient qu'elle devait partir immédiatement. Sans un mot, elle le repoussa, protégeant Alissa de son corps, tandis qu'elle les guidait hors de la pièce, dans le couloir, puis dehors, dans l'air frais du soir. Ce n'est qu'une fois dans la voiture, les portes verrouillées, que Monica se permit de respirer. Alissa se recroquevilla sur le siège passager, sanglotant silencieusement, son petit corps secoué de tremblements. Monica agrippa le volant, le regard vide. La vérité se dressait devant elle, indéniable désormais. Quoi qu'il soit arrivé à Alissa, quoi qu'on lui ait fait, cela s'était passé sous le toit de Daniel. Et pire encore, Monica était horrifiée à l'idée que c'était Daniel. Son esprit repassa chaque instant. Les règles strictes de la maison, le silence d'Alissa, les sourires forcés, la note qu'elle avait trouvée. Tout s'imbriquait désormais de manière écœurante. Elle avait laissé entrer le loup dans la bergerie. Elle avait livré sa fille à un monstre déguisé en sauveur. L'humiliation s'abattit sur Monica comme une vague écrasante. Elle avait échoué à protéger Alissa. Elle n'avait pas vu ce qui était juste devant elle. Aveuglée par l'espoir, par la gratitude, par son propre désir désespéré d'une vie meilleure, elle avait laissé le mal se faufiler à travers ses défenses. Alors qu'elle était assise dans la voiture sombre, tremblante, les sanglots d'Alissa remplissant l'espace entre elles, Monica réalisa qu'il n'y avait plus de refuge. Il n'y avait plus de retour en arrière possible. Il n'y avait plus qu'une seule voie possible. Révéler la vérité quel qu'en soit le prix et sauver sa fille avant qu'il ne soit trop tard. Le trajet de retour de la clinique fut silencieux, mais ce silence n'était pas paisible, il était étouffant, chargé de douleur, de confusion et de peur. Monica jetait des coups d'œil à Alissa, recroquevillée sur le siège passager, son petit corps fragile semblant vouloir disparaître dans le tissu usé du siège. Les mains de Monica serraient le volant si fort que ses jointures blanchissaient. Son esprit était envahi par 1000 questions, mais aucune n'avait de réponse qu'elle était prête à entendre. De temps en temps, elle surprenait Alissa lui jetant un regard terrifié, comme une enfant attendant une punition qui ne viendrait jamais. Lorsqu'elles arrivèrent dans l'allée de la maison de Daniel, cette maison qui lui semblait désormais être une prison, Monica hésita. Une partie d'elle-même lui criait de continuer à rouler, de s'enfuir, de ne plus jamais remettre les pieds entre ces murs. Mais la réalité, lourde et impitoyable, la clouait sur place. Elle n'avait aucun plan, aucune économie, personne vers qui se tourner. Elles étaient piégées.
À l'intérieur, la maison était étrangement silencieuse. Daniel n'était pas encore rentré. L'horloge murale égrenait bruyamment les secondes, qui semblaient s'étirer à l'infini. Monica aida Alissa à monter à l'étage et la borda dans son lit comme elle le faisait quand elle était petite. Elle passa une main dans les cheveux de sa fille et sentit qu'il tremblait sous ses doigts. « Je suis désolée, ma chérie », murmura Monica, les larmes lui piquant les yeux. « Je suis tellement désolée de ne pas avoir vu. » Alissa ne répondit pas. Elle se contenta de tourner la tête vers le mur et de remonter la couverture jusqu'à son menton, se coupant du monde. Monica resta longtemps immobile, luttant pour retenir les sanglots qui menacèrent de s'échapper de sa poitrine. Puis elle ferma doucement la porte et se dirigea vers sa chambre, où elle s'effondra sur son lit, épuisée et désespérée. Cette nuit-là, Monica dormit à peine. Chaque fois qu'elle fermait les yeux, des flashs de souvenirs l'assaillaient. Le sourire de Daniel, ses paroles réconfortantes, la façon dont il s'était immiscé dans tous les aspects de leur vie sous prétexte de les protéger. Elle repassait dans sa tête tous les moments où elle avait ignoré son instinct, où elle s'était dit que tout allait bien, parce qu'elle voulait que ce soit ainsi. Dans l'obscurité, la culpabilité lui serrait la gorge, comme un étau. Comment avait-elle pu ne rien voir? Comment avait-elle laissé cela se produire sous son propre toit? Le lendemain matin, Daniel était de retour, se déplaçant dans la maison comme si rien n'avait changé. Sa voix était calme, posée. Il demanda à Monica si elle avait besoin de quelque chose, si Alissa se sentait mieux. Il proposa même de prier avec elle. Monica le fixait, envahie par une rage si profonde qu'elle en était terrifiée. Comment pouvait-il agir aussi normalement? Comment pouvait-il prétendre qu'il n'avait pas détruit leur vie? Elle se força à sourire et déclina l'invitation, sachant qu'elle devait maintenir le calme jusqu'à ce qu'elle sache quoi faire. Elle ne pouvait pas risquer d'éveiller ses soupçons, pas encore. Au fil des jours, Monica joua le rôle de la compagne reconnaissante et obéissante, mais à l'intérieur, elle était en train de s'effondrer. Alissa restait distante, parlait à peine, et quand Daniel était là, elle semblait se recroqueviller encore plus sur elle-même. Chaque regard, chaque petit mouvement renforçait la détermination de Monica. À l'extérieur, la vie continuait comme si de rien n'était. Monica continuait à travailler à la fondation, à assister aux réunions, à sourire aux donateurs, à faire semblant que sa vie n'était pas en 1000 morceaux. Mais à l'intérieur, elle rassemblait ses forces, se préparant au moment où elle pourrait enfin se libérer. Le coup émotionnel était énorme. Monica se surprenait à pleurer dans sa voiture avant d'entrer au travail. Elle s'en prenait à ses collègues pour des erreurs insignifiantes. Ses mains tremblaient lorsqu'elle signait des chèques ou répondait à des emails. Elle mangeait à peine. Le sommeil était devenu un luxe qu'elle ne pouvait plus se permettre. Pire encore, l'isolement était accablant. Monica ne pouvait se confier à personne. L'influence de Daniel s'étendait bien au-delà des murs de leur maison, jusqu'à l'église, à la communauté, au tissu même de la vie qu'elle s'était construite. Qui la croirait si elle l'accusait? Comment pourrait-elle expliquer la vérité sans preuve? Alissa était désormais sa seule préoccupation. Monica observait sa fille de près, notant chaque nouvelle ombre qui traversait son visage, chaque nouveau tremblement de ses mains. La peur dans les yeux d'Alissa ne disparaissait jamais complètement. Elle était omniprésente, comme de la fumée dans l'air. Monica comprit avec une brutalité saisissante que si elle n'agissait pas rapidement, elle risquait de perdre Alissa pour toujours, non seulement à cause des manipulations de Daniel, mais aussi à cause du désespoir lui-même. Tard dans la nuit, après une nouvelle soirée où elle s'était efforcée d'agir normalement, Monica se retrouva debout devant la fenêtre, regardant la rue sombre. Un orage se préparait, les nuages étaient lourds et bas, grondant au loin. La métaphore ne lui échappa pas. Une tempête s'annonçait pour eux aussi, et Monica devait s'y préparer. Elle appuya son front contre la vitre froide et se fit une promesse. Elle ne laisserait pas Daniel gagner. Elle ne le laisserait pas continuer à empoisonner la vie qu'elle avait si durement protégée. Même si cela signifiait détruire tout ce qu'ils avaient construit, même si cela signifiait repartir de zéro, elle sauverait Alissa. Peu importe le prix à payer. Si cette histoire vous touche profondément, prenez un moment pour aimer cette vidéo et partagez vos impressions dans les commentaires.
Votre voix compte, et votre expérience pourrait aider d'autres personnes à se sentir moins seules. Ensemble, nous créons un espace où la vérité, la guérison et la force ont le pouvoir de grandir. Monica Carter avait toujours cru que la vérité se révélait dans les petits détails. Les moments de calme, les conversations à voix basse, les regards furtifs. Mais elle n'aurait jamais imaginé que la vérité qui allait bouleverser son monde serait découverte dans quelque chose d'aussi ordinaire et d'aussi inoffensif qu'un téléphone portable oublié. C'est arrivé un après-midi, alors que Daniel était pressé de partir pour une réunion caritative. Son téléphone, qu'il avait toujours à la main, vibrait doucement sur le comptoir de la cuisine. Monica le fixa longuement, le bruit résonnant dans ses os. Tout son instinct lui disait de ne pas y toucher. Toutes les mises en garde qu'elle avait entendues sur le respect de la vie privée résonnaient dans son esprit. Mais ce n'était plus son instinct qui la guidait, c'était le désespoir. Elle s'empara du téléphone avant de perdre son sang-froid. Ses doigts tremblaient tandis qu'elle saisissait le mot de passe, un code simple qu'elle avait vu Daniel entrer d'innombrables fois, la date d'anniversaire de sa défunte épouse. Quelle ironie, pensa-t-elle avec amertume, que la confiance puisse être si facilement utilisée comme une arme. Ce qu'elle découvrit la glaça d'effroi. Au fond de l'application de messagerie se trouvaient des conversations qu'elle n'était pas censée voir. Des messages à Alyssa, pleins d'affections manipulatrices et de menaces effrayantes. « Tu es ma fille spéciale. Tu sais combien je t'aime. Si tu en parles à quelqu'un, tout ce que ta mère possède disparaîtra. Nous sommes faits l'un pour l'autre. Dieu le comprend. » Les mains de Monica tremblaient si violemment qu'elle faillit laisser tomber le téléphone. Sa vision se brouilla sous l'effet des larmes et de la rage. Le monstre qu'elle avait laissé entrer dans leur vie n'était pas seulement un menteur, c'était un prédateur qui avait séduit sa fille sous son propre toit, tout en se cachant derrière les écritures et les sermons. Elle continua à faire défiler les messages, chacun plus horrible que le précédent. Des plans, des rendez-vous, des avertissements, une manipulation minutieuse destinée à piéger Alyssa dans le silence et la honte. Monica trébucha en arrière, serrant le téléphone contre sa poitrine comme s'il pouvait la protéger de la réalité qu'elle venait de découvrir. Ses genoux se dérobèrent et elle s'effondra sur le sol carrelé, l'esprit en ébullition. Elle avait désormais des preuves irréfutables et accablantes, mais les preuves ne suffisaient pas. Pas encore. Elle avait besoin d'un plan. Elle devait trouver un moyen de dénoncer Daniel sans mettre Alyssa davantage en danger. Elle devait être intelligente, calculatrice. Un seul faux pas et l'influence de Daniel pourrait les anéantir. Il avait des amis puissants, des gens qui lui faisaient confiance, qui le vénéraient. Elle ne pouvait pas risquer de perdre Alyssa au profit de ce réseau de mensonges et de pouvoir. Cette nuit-là, Monica resta éveillée à élaborer sa stratégie. Elle aurait besoin d'alliés, des gens hors de portée de Daniel. Elle pensa au détective Mark Reynolds, une vieille connaissance de l'époque où elle travaillait dans un cabinet d'avocats. C'était un homme dur, sceptique de nature, et surtout, il méprisait la corruption. Le lendemain matin, pendant que Daniel était parti animer une retraite pour des jeunes, Monica passa à l'action. Elle emmena Alyssa à l'école comme si de rien n'était, puis se rendit directement au commissariat, son téléphone portable caché dans son sac à main comme une arme chargée. Le détective Reynolds écouta Monica en silence, tandis qu'elle lui racontait tout. La grossesse, la peur, les messages. Son visage resta impassible, mais sa mâchoire se crispa, tandis qu'il parcourait les preuves. « Vous avez bien fait de venir ici, » dit-il finalement d'une voix basse et grave. « Mais nous devons être prudents. Les hommes comme Brooks ne se laissent pas faire facilement. » Monica acquiesça, ravalant la boule qui lui serrait la gorge. Peu lui importait le temps que cela prendrait. Peu lui importait le danger. Elle était prête à sacrifier toute sa vie pour sauver Alyssa. Au cours des jours suivants, Reynolds et son équipe agissaient discrètement. Ils mirent en place une surveillance, interrogèrent le personnel de la fondation, passèrent au peigne fin les registres financiers. Plus ils creusaient, plus ils découvraient de choses louches. Des rumeurs de comportements inappropriés envers d'autres filles,
des détournements de fonds de la fondation, la manipulation de leaders communautaires. L'empire vertueux, soigneusement construit par Daniel Brooks, reposait sur des mensonges, et il commençait à s'effriter. Pendant ce temps, Monica jouait son rôle à la perfection. Elle souriait à Daniel quand il rentrait à la maison, lui préparait ses repas, écoutait ses histoires sur son travail caritatif et sa foi. Elle veillait à ce qu'il ne se doute de rien, même si sa haine pour lui grandissait de jour en jour. Chaque seconde passée sous son toit était une torture. Chaque regard qu'il jetait à Alyssa donnait la nausée à Monica. Mais elle endurait tout cela pour atteindre un objectif plus important, la justice, la liberté. Un soir, alors qu'ils étaient assis à table, Daniel tendit la main vers Monica et lui sourit chaleureusement, avec un sourire qu'il avait longuement répété. « Tout s'arrange, n'est-ce pas ?» dit-il doucement. « Dieu nous bénit enfin !» Monica lui rendit son sourire, malgré le poids du secret qui la rongeait. « Oui, mentit-elle, tout s'arrange, mais cette fois, ce n'était pas ce que pensait Daniel. Les murs se refermaient autour de lui, et bientôt, il n'aurait plus nulle part où se cacher. Au début, le changement était presque imperceptible, un subtil courant sous-jacent que seule Monica Carter pouvait sentir. Elle gardait ce secret au plus profond de son cœur tout au long de ses journées, un feu caché qui alimentait chacun de ses pas. L'enquête sur Daniel Brooks était en cours, silencieuse et stratégique. Le détective Mark Reynolds lui avait assuré que la discrétion était essentielle. Une seule erreur pourrait faire fuir Daniel, ou pire encore, mettre Monica et Alyssa en danger. Monica vivait chaque jour comme si elle marchait sur une corde raide tendue au-dessus d'un nid de vipères. Chaque interaction avec Daniel devenait une performance. Elle souriait quand il souriait, riait à ses blagues forcées, acquiesçait à ses sermons sur l'obéissance et la confiance divine. Pendant tout ce temps, la rage s'accumulait en elle, grandissant chaque jour un peu plus. Daniel, inconscient de la tempête qui se préparait, continuait à mener sa vie avec la même arrogance et la même assurance. Il organisait des événements religieux, rencontrait des responsables municipaux et dirigeait des prières pour les familles brisées qu'il prétendait guérir. Monica avait envie de hurler chaque fois qu'elle le voyait debout à la chaire, débitant des paroles de compassion et de pureté, alors que la vérité pourrissait sous son apparence lisse. Dans les coulisses, Reynolds travaillait méthodiquement. Les survivantes ont commencé à se manifester discrètement, craintivement, des jeunes femmes qui avaient autrefois participé au programme pour les jeunes de Daniel. Elles ont parlé de réunions secrètes, de commentaires inappropriés, de contacts physiques qui s'attardaient trop longtemps, de promesses faites à voix basse. Chaque témoignage ajoutait du poids à l'accusation qui pesait contre lui. Les registres financiers étaient encore pires. L'équipe de Monica a découvert des détournements de fonds, de l'argent provenant de donateurs versés sur des comptes privés, des dépenses luxueuses, dissimulées sous des couches de fausse comptabilité. L'empire caritatif que Daniel avait construit pourrissait de l'intérieur. Pourtant, Monica savait que les preuves seules ne suffiraient pas. La réputation de Daniel était inébranlable parmi ses fidèles. Il avait passé des années à cultiver leur loyauté, à s'intégrer dans le tissu même de la communauté. Les gens le voyaient comme un sauveur, un symbole d'espoir. Ils ne croiraient pas qu'il était un prédateur, à moins d'être confronté à des preuves irréfutables. La clé serait Alyssa. Mais Monica ne pouvait se résoudre à forcer sa fille à revivre ce traumatisme, pas encore. Alyssa était fragile, comme un oiseau aux ailes brisées. Le cœur de Monica se brisait chaque fois qu'elle la regardait et voyait la peur qui n'avait jamais vraiment quitté ses yeux. Monica attendit donc, laissant l'affaire judiciaire se consolider, enveloppant Alyssa d'autant de protection et de normalité qu'elle pouvait lui offrir. Elle savait que le moment venu, la voix d'Alyssa serait l'épée qui trancherait les mensonges de Daniel. Et ce moment approchait à grands pas. Un soir, après le départ de Daniel pour une réunion tardive à l'église, Monica s'assit à la table de la cuisine avec Alyssa. La maison était calme, lourde de non-dits. Monica tendit la main et prit doucement celle de sa fille dans la sienne. « Tu n'as plus à avoir peur, » dit-elle doucement. « Je travaille avec des gens qui peuvent nous aider, des gens qui te croiront. » Les yeux d'Alyssa se remplirent de larmes, mais elle ne retira pas sa main.
Elle se contenta d'acquiescer, reconnaissant en silence la confiance qui existait toujours entre elles. Monica serra sa main, sentant renaître une lueur d'espoir qu'elle n'avait pas osé nourrir depuis des semaines. Pendant ce temps, Reynolds préparait les dernières étapes. Il avait obtenu un mandat de perquisition pour la maison de Daniel, y compris le bureau secret où peu de gens avaient jamais mis les pieds. Monica l'avait mentionné une fois en passant. Une pièce à l'étage que Daniel gardait fermée à clé, prétendant qu'elle contenait des documents confidentiels de l'Église. Le jour de la perquisition, Monica était tendue comme un ressort. Elle avait gardé Alyssa à la maison sous prétexte qu'elle était malade, refusant de la laisser seule ou de risquer une confrontation. Elles étaient assises ensemble sur le canapé du salon. Les minutes s'écoulant lentement, la tension était si palpable qu'il était difficile de respirer. Puis on frappa à la porte. Ce n'était pas Daniel, mais la police. Reynolds et son équipe ont agi rapidement, sécurisant la propriété et mettant Monica et Alyssa en sécurité. Monica serrait sa fille contre elle, tandis que les agents fouillaient la maison, leurs bottes lourdes résonnant sur le parquet ciré. Lorsqu'ils ont atteint le bureau privé de Daniel, ils ont enfoncé la porte. À l'intérieur, ils ont trouvé ce qu'ils cherchaient. Des classeurs verrouillés remplis de dossiers, de photos et de communications privées qui brossaient un portrait dévastateur de manipulation et d'abus. Daniel est revenu quelques heures plus tard pour découvrir que son empire s'effondrait. L'arrestation a été rapide. Monica a regardé depuis le porche des agents menotté Daniel, le visage figé dans une expression de stupeur et d'incrédulité. Pendant un instant, leurs regards se sont croisés et Monica a vu la rage briller derrière son masque impassible, la colère d'un homme qui se croyait intouchable et qui était désormais à terre. Mais elle n'a pas bronché. Elle se tenait droite, serrant Alyssa contre elle, sentant le poids de la peur quitter sa poitrine pour la première fois depuis ce qui lui semblait être une éternité. Alors que la voiture de police disparaissait dans la rue, emmenant Daniel Brooks avec elle, Monica réalisa que le plus dur restait à faire, guérir, reconstruire, réapprendre à faire confiance. Mais pour la première fois, elles avaient une chance, une vraie chance. Le jour où Daniel Brooks comparaît devant le tribunal, le ciel est couvert, comme si le ciel lui-même pleurait la trahison qui avait été cachée pendant si longtemps. Monica Carter est assise, raide, au premier rang de la petite salle d'audience, Alyssa à côté d'elle, leurs mains étroitement serrées. Il a fallu des mois pour en arriver là. Des mois d'enquête, de conversations à voix basse, de collecte de tous les éléments de preuve possibles. Mais enfin, Daniel allait devoir répondre des vies qu'il avait détruites. La salle d'audience bourdonnait de murmures sourds et inquiets. Les partisans de Daniel occupaient la moitié des bancs, le visage crispé par la confusion et la colère. Ils ne pouvaient pas concilier l'homme qui avait prêché le salut avec celui qui était maintenant menotté et accusé. Certains d'entre eux fusillaient Monica du regard, comme si c'était elle la méchante, comme si révéler la vérité était un crime plus grave que de la commettre. Monica soutint leur regard, refusant de céder. Elle avait trop longtemps vécu dans la peur. Elle n'allait pas se recroqueviller maintenant. Lorsque Daniel entra, il arborait le même masque impassible que d'habitude, les mains menottées devant lui, vêtu d'une combinaison orange standard. Il se déplaçait avec la dignité lente d'un homme toujours convaincu de son innocence. Mais Monica vit autre chose, une lueur d'incertitude dans ses yeux. Pour la première fois, Daniel Brooks ne contrôlait pas la situation. L'accusation n'a pas perdu de temps pour présenter son dossier. Témoignages de survivantes, documents financiers prouvant le détournement de fonds, analyse par des experts des SMS, trouvés par Monica. Et enfin, la pièce à conviction finale et dévastatrice, le témoignage d'Alyssa. Monica avait longuement hésité à autoriser Alyssa à prendre la parole. Elle avait laissé le choix à sa fille, sachant à quel point cela serait douloureux. Finalement, Alyssa avait choisi de se lever, non seulement pour elle-même, mais pour toutes les filles qui avaient été réduites au silence. Lorsqu'Alyssa prit place à la barre, un silence presque sacré s'abattit sur la salle. Elle semblait toute petite dans le fauteuil surdimensionné. Sa voix n'était d'abord qu'un murmure, mais à mesure qu'elle parlait, racontant la manipulation, la peur, l'isolement, sa voix devint plus ferme.
Elle leur a parlé des menaces, des promesses, de la façon dont Daniel avait bouleversé son monde jusqu'à ce qu'elle ne sache plus à qui faire confiance. Le cœur de Monica était rempli à parts égales de fierté et de tristesse. Sa fille, meurtrie mais intacte, reprenait la parole. L'équipe de défense de Daniel a tenté de la démolir, de mettre en doute son récit, mais Alyssa n'a pas faibli, pas une seule fois. Le procureur présenta les SMS et les lut à haute voix devant toute la cour. Les mots effrayants que Daniel avait écrits semblaient encore plus accablants, dépouillés du faux charme dont il se servait en public. À la fin, la défense n'avait pas grand-chose à opposer. Les preuves étaient irréfutables. Aucun sermon ne pouvait plus le sauver. La juge, une femme sévère au regard perçant, prononça le verdict, coupable de tous les chefs d'accusation. La salle d'audience explosa, moitié sous le choc, moitié soulagée. Monica serra Alyssa dans ses bras, les larmes coulant sur son visage. Ce n'étaient même pas des larmes de tristesse, mais de soulagement, de justice enfin rendue. Daniel resta immobile pendant que la sentence était prononcée. Plusieurs décennies de prison sans possibilité de libération conditionnelle. Son masque se fissura alors. La façade vertueuse s'effondra, ne laissant qu'un homme amer et vieillissant, dépouillé de son pouvoir. Alors qu'on l'emmenait, Daniel tourna la tête et croisa une dernière fois le regard de Monica. Elle soutint son regard sans ciller. Elle n'avait plus peur, seulement du mépris et autre chose, de la pitié. Car même à ce moment-là, Daniel ne comprenait pas. Il pensait être intouchable. Il pensait que ses paroles pouvaient effacer la vérité, que son statut pouvait enterrer ses péchés. Mais il avait sous-estimé la force de ceux qu'il avait tenté de briser. À l'extérieur du palais de justice, l'orage qui menaçait depuis le matin éclata enfin. La pluie tomba à torrents, trempant la foule qui s'était rassemblée. Monica et Alyssa se tenaient sous un parapluie, l'eau froide coulant à flots autour de leurs pieds. Les journalistes criaient des questions, les flashs crépitaient, mais Monica les ignorait tous. Rien de tout cela n'avait d'importance. Tout ce qui comptait, c'était qu'elles étaient libres. Libres de la maison qui était devenue une prison. Libres de l'homme qui avait failli les détruire. Libres de reconstruire leur vie comme elles l'entendaient. Alors qu'elles marchaient vers leur voiture, Monica sentit Alyssa glisser sa main dans la sienne. C'était un petit geste, mais il en disait long. Elles avaient survécu, elles avaient résisté. La route devant elles ne serait pas facile. La guérison n'était pas une destination mais un voyage, et il y aurait des jours où le poids de ce qu'elles avaient vécu leur semblerait insupportable, mais elles y feraient face ensemble. Pour la première fois depuis ce qui lui semblait une éternité, Monica se permit de rêver à nouveau, non pas de grandes maisons ou d'alliés puissants, mais de choses simples, de paix, de rire, d'un avenir où Alyssa pourrait redevenir une enfant, libérée de l'ombre du passé. La tempête faisait rage autour d'elle, mais Monica n'avait pas peur. Elle savait désormais qu'elle avait la force de surmonter n'importe quelle tempête, car l'amour, le véritable amour, féroce, protecteur et indéfectible, était plus fort que n'importe quel monstre caché derrière une chair. Et quoi que l'avenir leur réserve, Monica Carter et sa fille l'affrontèrent de front. Ensemble, la nouvelle de la condamnation de Daniel Brooks se répandit comme une traînée de poudre dans la communauté. Le lendemain matin, l'histoire faisait la une des journaux locaux. Un pasteur très apprécié, reconnu coupable d'abus et de fraude. La foi brisée. La double vie d'un révérend dévoilée. Monica Carter était assise à la table de la cuisine, le journal ouvert devant elle, envahie par un étrange sentiment de détachement surréaliste. L'homme qui avait autrefois été un pilier de la communauté était désormais un symbole de trahison et de honte. Les réactions dans toute la ville étaient polarisées. Certains membres de la congrégation de Daniel refusaient de croire au verdict. Ils se sont rassemblés devant le palais de justice avec des pancartes faites à la main sur lesquelles on pouvait lire « Libérez notre pasteur » et « Les fausses accusations ne prévaudront pas », scandant des slogans et priant pour sa libération. D'autres, autrefois aveuglés par le charme de Daniel, reculaient maintenant avec horreur, se demandant comment ils avaient pu être si facilement trompés.
Les talk-shows locaux bruissaient de débats, disséquant tous les aspects de l'affaire. La confiance, autrefois accordée librement, était désormais une denrée rare et fragile. Pour Monica et Alyssa, la vie était un étrange mélange de soulagement et d'isolement. Certains louaient le courage de Monica, déposaient des cartes et des fleurs devant leur porte pour la remercier d'avoir révélé la vérité. Mais ils étaient tout aussi nombreux à traverser la rue pour les éviter, le visage empreint de pitié et de suspicion. Monica comprenait. Elle n'avait pas besoin de leur approbation. Sa seule préoccupation était le rétablissement d'Alyssa. À la fondation où Monica avait autrefois travaillé aux côtés de Daniel, c'était le chaos. Les membres du conseil d'administration se précipitaient pour prendre leur distance, affirmant ignorer les agissements de Daniel. Les dons ont chuté. Les programmes ont été suspendus. En quelques semaines, l'organisation caritative autrefois florissante a complètement fermé ses portes, laissant des dizaines d'employés sans emploi et des centaines de familles privées des services dont elles dépendaient. Monica avait mal de voir s'effondrer quelque chose qui avait tant compté pour tant de gens. Mais elle savait au fond d'elle-même que la fondation avait été bâtie sur un mensonge. Elle devait s'effondrer pour que quelque chose de mieux, de plus authentique, puisse finalement voir le jour à sa place. L'Église aussi s'est fracturée. Certains anciens ont démissionné dans la honte. La fréquentation a chuté. Les offices du dimanche, autrefois bondés de centaines de fidèles, ne rassemblaient plus qu'une douzaine de visages sombres. Le bâtiment lui-même, autrefois symbole d'espoir, était désormais le témoin silencieux d'une foi mal placée. Le détective Mark Reynolds est devenu une sorte de héros méconnu après ces événements. Bien qu'il ait fui l'attention des médias, son rôle dans la condamnation de Daniel n'est pas passé inaperçu. D'autres survivants, encouragés par le courage de Monica et Alyssa, se sont manifestés dans des affaires sans rapport avec celles de Daniel à travers la ville, mettant en lumière des abus qui avaient longtemps été enfouis sous des couches de peur et de honte. Alyssa, quant à elle, avait du mal à trouver ses marques dans cette nouvelle réalité. Elle retourna à l'école avec prudence, méfiante des regards et des chuchotements qui la suivaient inévitablement. Certains élèves étaient gentils et lui offraient des mots de soutien. D'autres étaient cruels, leur ignorance se manifestant par des blagues cruelles et l'ostracisme. Monica a fait tout son possible pour protéger Alyssa et lui offrir un foyer où elle se sentirait à nouveau en sécurité. Les séances de thérapie sont devenues une routine. Elles ont adopté une chienne dans un refuge local, une créature timide et marquée par les blessures, nommée Luna, qui, comme elle, apprenait à faire à nouveau confiance. Monica, elle aussi, était aux prises avec ses propres blessures. Elle avait passé tellement de temps dans l'ombre de Daniel que retrouver son indépendance était à la fois exaltant et terrifiant. Les gestes les plus simples, comme aller à l'épicerie, répondre au téléphone ou ouvrir le courrier, étaient source d'anxiété. Chaque coup frappé à la porte faisait bondir son cœur dans sa poitrine. Mais avec le temps, la peur s'est atténuée. Elle n'a pas disparu, jamais complètement, mais elle s'est suffisamment estompée pour qu'elle puisse à nouveau respirer. Dans un petit geste fort pour se réapproprier leur histoire, Monica et Alyssa ont commencé à faire du bénévolat dans un refuge pour femmes de leur quartier. Elles racontaient leur histoire quand on leur demandait, non pas pour susciter la compassion, mais pour donner de l'espoir, pour montrer aux autres qu'il était possible de survivre, que la guérison était difficile, mais réelle. Peu à peu, Monica a renoué avec d'anciens amis qu'elle avait perdus en chemin et s'est construit de nouvelles relations basées sur l'honnêteté plutôt que sur les apparences. Elle a réalisé combien de personnes attendaient qu'elle leur tende la main, qu'elle les laisse entrer dans sa vie. Un soir, alors qu'elle était assise avec Alyssa sous le porche et regardait Luna courir après les lucioles dans le jardin, Monica s'est autorisée à sourire, un vrai sourire, spontané qui illuminait ses yeux. « On y arrive », dit Alyssa doucement, comme si elle avait peur de porter la poisse. Monica serra la main de sa fille. « Oui, on y arrive. » Il y avait encore des jours difficiles. Les anniversaires, les appels en justice, les déclencheurs aléatoires qui replongeaient Alyssa dans ses anciennes peurs. Mais il y avait aussi de bons jours,
Des jours remplis de rires, d'espoir, de petites victoires qui semblaient monumentales. Quant à Daniel Brooks, son nom devint rapidement un exemple à ne pas suivre. Les articles sur sa chute furent archivés et finirent par prendre la poussière. De nouveaux scandales remplacèrent les anciens dans le tourbillon incessant de l'attention médiatique. Il n'était plus le centre du monde de personne. Et cela, pensa Monica, était la justice ultime. Non seulement son emprisonnement, mais aussi son insignifiance. Il avait prospéré grâce au pouvoir, au contrôle, à l'admiration. Être oublié était un sort bien pire que n'importe quelle cellule de prison. Avec le temps, un nouveau pasteur prit la tête de l'Église, quelqu'un de plus jeune, transparent, déterminé à reconstruire la confiance brique par brique. Monica et Alyssa ne revinrent jamais. Leur foi, bien que meurtrie, n'était pas brisée, mais leur guérison avait besoin d'un sol différent pour s'épanouir. Parfois, Monica se réveillait encore au milieu de la nuit, le cœur battant, s'attendant à entendre la voix de Daniel dans l'obscurité. Mais elle se rappelait alors qu'il était parti, impuissant, qu'il ne représentait plus une menace, et à chaque nouvelle aube, Monica et Alyssa faisaient un pas en avant, laissant les ombres derrière elles, marchant d'un pas assuré vers la lumière. L'histoire de Monica Carter et de sa fille Alyssa a laissé une cicatrice dans leur communauté, mais elle a également déclenché une prise de conscience qui n'avait que trop tardé. Dans un monde où les apparences cachent souvent des réalités sombres, leur parcours a brutalement rappelé que le mal ne porte pas toujours un masque évident. Parfois, ils parlent d'une voix douce, tend la main et se cachent derrière une chair. Les leçons tirées de leur épreuve ont été dures, mais nécessaires. La confiance est sacrée, mais fragile. Elle doit être gagnée et préservée, et non accordée aveuglément sur la base de la réputation ou du charisme. Monica a appris cette vérité à ses dépens, à travers le chagrin et la trahison, mais elle a refusé de laisser cela définir son avenir. L'une des prises de conscience les plus fortes a été que le silence est le plus grand allié de l'injustice. Pendant trop longtemps, Monica avait ignoré son instinct, rationalisé ses peurs et fait taire ses doutes au nom de la gratitude et de l'espoir. Daniel Brooks avait prospéré parce que des gens bien intentionnés lui avaient accordé le bénéfice du doute. Ils avaient confondu sa position avec son caractère, ses sermons, avec des preuves de bonté. Mais les monstres ne s'annoncent pas, ils se fondent dans la masse, ils manipulent, et ils comptent sur le silence de leur entourage pour continuer à faire le mal. Monica a appris que protéger ceux que l'on aime signifie parfois se retrouver seul, face à un mur d'incrédulité et de jugement. Cela signifie endurer les murmures, les rumeurs cruelles, et la solitude de savoir que faire ce qui est juste coûte souvent plus cher que ce que l'on vous dit. Mais elle a compris que le prix du silence est encore plus élevé. En prenant la parole, Monica a brisé son monde, mais elle s'est aussi libérée, ainsi qu'Alyssa. Elle a permis à la vérité de percer les illusions soigneusement construites qui les emprisonnaient. Cela a donné à d'autres le courage de se manifester, de se libérer de leur propre chaîne de peur et de honte. Leur histoire est devenue un témoignage de résilience, non pas de l'absence de douleur ou de peur, mais de la décision de continuer à se battre malgré tout. Monica a compris que la guérison n'est pas linéaire. Elle est chaotique, douloureuse et lente. Elle consiste à faire 2 pas en avant et 1 pas en arrière. C'est apprendre à faire à nouveau confiance, même lorsque tous vos instincts vous poussent à vous fermer au monde. Mais c'est possible. Leur parcours a également mis en évidence l'importance de la vigilance au sein des communautés. La dévotion aveugle envers les dirigeants, aussi charmants ou respectés soient-ils, crée un terrain fertile pour les abus. La véritable foi, qu'elle soit religieuse, humaine ou institutionnelle, exige un examen minutieux, une responsabilisation et une volonté d'affronter des vérités dérangeantes. Monica savait qu'elle n'oublierait jamais ce qui s'était passé. Les cicatrices étaient permanentes. Mais les cicatrices ne sont pas des signes de faiblesse, elles sont la preuve de la survie. Et survivre face à la trahison, à la manipulation et à des obstacles insurmontables est en soi une forme de victoire. Pour Monica et Alyssa, l'avenir restait incertain. Mais c'était un avenir qu'elles avaient reconquis de leurs propres mains,
qui n'était plus dictée par la peur ou la tromperie. Et cela, pensait Monica, en regardant sa fille dessinée à nouveau sous le soleil chaud de l'après-midi, était la forme de justice la plus authentique qu'elle aurait pu espérer. Dans les mois qui ont suivi la condamnation de Daniel Brooks, la vie de Monica et Alyssa a commencé à prendre une autre tournure. La liberté n'a pas été une transformation soudaine, mais une renaissance lente et parfois douloureuse. Chaque jour apportait son lot de nouveaux défis, mais aussi de petites victoires précieuses qui laissaient entrevoir la vie qu'elles étaient déterminées à reconstruire. Monica les fit quitter la ville, loin de l'ombre de leur ancienne vie. Elles s'installèrent dans une ville tranquille à plusieurs heures de route, où personne ne murmurait dans leur dos, ni ne les regardait avec une pitié à peine voilée. Ici, elles pouvaient prendre un nouveau départ, libérées des souvenirs constants du cauchemar qu'elles avaient survécu. Monica trouva un emploi dans une petite association à but non lucratif qui venait en aide aux victimes d'abus. C'était un travail exigeant et éprouvant sur le plan émotionnel, mais il lui redonna un but dans la vie. Chaque femme qu'elle aidait, chaque jeune qu'elle écoutait, était comme une nouvelle brique posée dans les fondations de sa guérison. Alyssa, elle aussi, trouva sa voie. Lentement au début, à pas prudents, mais sûrement. Elle renoua avec sa passion pour l'art et s'inscrivit à des cours dans un collège communautaire local. Ses dessins évoluèrent, passant d'images sombres et angoissées à des œuvres remplies de lumière, d'espoir et de résilience. Elle parlait peu de son passé, mais Monica pouvait voir la force qui s'épanouissait dans les yeux de sa fille. De temps en temps, des échos de leur ancienne vie refaisaient surface. Un reportage sur la chute d'un autre dirigeant. Un flash de combinaison orange à la télévision. Une conversation entendue par hasard sur la confiance et la trahison. Dans ces moments-là, Monica sentait la vieille peur remonter froide et familière, mais elle avait appris à l'affronter de front, à la reconnaître sans la laisser la consumer. Daniel Brooks, quant à lui, s'effaça de la mémoire collective. Son nom, autrefois prononcé avec révérence, devint un exemple édifiant, illustrant à quel point le pouvoir peut corrompre et à quel point une foi aveugle peut être dangereuse. En prison, il avait perdu son influence, ses admirateurs, son image soigneusement construite. Il n'était plus qu'un détenu parmi d'autres, un homme abaissé par son arrogance et sa cruauté. L'Église qu'il avait dirigée luttait pour se relever. Sous une nouvelle direction, elle avait réorienté sa mission, mettant l'accent sur la transparence, la guérison et la reconstruction de la confiance brisée de ses fidèles. Ce fut un processus long et douloureux, mais pour ceux qui étaient restés, c'était l'occasion de créer quelque chose de plus honnête et de plus compatissant. Monica et Alyssa ont toutefois choisi une voie différente. Leur foi était désormais profondément personnelle, libre de toute institution ou de tout leader. Elles s'exprimaient discrètement dans leurs actes de gentillesse, dans leur résilience et dans le lien indestructible qui les unissait. Elles n'étaient plus des victimes, elles étaient des survivantes. Et survivre ne signifiait pas seulement échapper au passé, mais choisir chaque jour de construire quelque chose de mieux, de plus fort. Monica savait que les blessures ne disparaîtraient jamais complètement. Certaines cicatrices sont là pour rester, pour rappeler les batailles livrées et gagnées. Mais elle savait aussi que ces cicatrices ne les définissaient pas. Ce qui les définissait, c'était leur courage, leur refus de rester silencieuses, leur décision de se relever. Que signifie vraiment la justice selon vous? S'agit-il simplement d'enfermer les coupables ou de donner aux survivants le pouvoir de reprendre leur vie et leur voix? L'histoire de Monica et Alyssa nous enseigne que le mal se cache souvent à la vue de tous, derrière des visages familiers et des titres prestigieux. Elle nous rappelle que le silence peut être aussi mortel que la violence, et que briser ce silence, même si cela est terrifiant, est la première étape, et la plus importante, vers la guérison et le changement. Maintenant, nous voulons connaître votre opinion. Pensez-vous que justice a été rendue dans cette affaire? Pensez-vous que les communautés en font assez pour protéger les personnes vulnérables? Ou accorde-t-on encore trop de confiance aveugle à ceux qui occupent des positions de pouvoir? Partagez votre opinion dans les commentaires ci-dessous. Votre point de vue compte, votre voix compte.
raconte. Et si cette histoire vous a ému, si elle vous a fait réfléchir, vous a fait ressentir des émotions, vous a interpellé, pensez à la partager avec quelqu'un qui a besoin de l'entendre, quelqu'un qui a peut-être du mal à trouver sa voie, quelqu'un qui a besoin de savoir qu'il n'est pas seul. N'oubliez pas non plus de vous abonner à notre chaîne et d'activer les notifications. Chaque semaine, nous vous présentons des histoires vraies qui révèlent les vérités cachées derrière les gros titres, des histoires de résilience, de survie et de l'extraordinaire force de l'esprit humain. Car plus nous écoutons, plus nous nous exprimons, et plus nous sommes unis, moins les monstres ont de place pour se cacher. Merci de nous accompagner dans cette aventure. Restez forts, restez vigilants, et ne cessez jamais de rechercher la vérité.